Je vais refaire ma presse très vite. Donc, je m'appelle Nicolas Gavita. À la base, donc je travaille ici à l'école du recrutement et je suis formateur, prof. D'ailleurs, au fond, vous avez mes 3 élèves qui sont venus me supporter. Mais à l'origine, mon focus, c'était plutôt les startups. C'était plutôt de ce monde-là que je venais. Je me suis rendu compte que le plus compliqué pour une startup, c'est pas de trouver de l'argent, de trouver un développeur. Donc, ça m'a appris à m'intéresser au recrutement. J'ai découvert ce que c'était un profil pénurique, j'ai découvert le sourcing. Et un jour, Laurent Brouat, qui est là, m'a débauché de ma propre boîte. C'est passé comme ça. Et donc, je suis arrivé ici à l'école du recrutement. L'école du recrutement, c'est quoi? Hop, ça marche, ouais. L'école du recrutement, c'est quoi? C'est une... on a une croyance, c'est que le recrutement mérite son école, au sens d'éducation, au sens d'émancipation, au sens de... Il y a un Master 2 de sport de glisse, il n'y a pas de Master 2 de recrutement. Et en fait, on a tous été des anciens recruteurs, anciennes recruteuses, alors plus ou moins longtemps, on a plus ou moins tenu le coup. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de formation. En fait, on a fait, beaucoup d'entre nous avions fait des formations RH. Moi, RH, on n'a pas vraiment de formation recrutement. Et donc, on s'est dit que ce qui manquait, c'était de la formation. On a commencé d'ailleurs avec Laurent, au début on n'était que 2, à former des recruteurs dans des boîtes. Et plus ça avançait, plus on s'est dit, il faut faire quand même ça, il faut faire ça à l'échelle. Parce qu'en fait, à 2, on est bien marrant, mais on n'aura jamais un impact si on est toujours en présentiel. Donc on a lancé un produit qui s'appelle le parcours. Et dans le parcours de recrutement, c'est une sorte de Netflix du recrutement. Vous avez un sujet sur l'entretien structuré, sur l'annonce, sur l'écriture de messages, bref, il y a tous les sujets possibles et imaginables et à la fin, vous avez une certification. Le deuxième truc qu'on fait, c'est qu'on a des événements organisés par Jennifer qui est là-bas, c'est la meuf du fond. Pourquoi il y a des événements? Parce que on se dit que c'est bien de faire de l'éducation, au sens très large du terme, mais c'est encore mieux de créer une communauté, d'avoir des gens qui font une corporation, au sens positif du terme, et on se dit le recrutement, justement, c'est un vrai métier, et donc c'est un métier qui a des pairs. Et le dernier pilier sur lequel on s'appuie, c'est l'école, au sens propre du terme, et c'est des étudiants qui viennent me supporter 1 semaine sur 4 pendant 1 an, enfin Aurélien et moi en l'occurrence, c'est Aurélien qui fait les cours en mars. Et voilà, et donc sur une école, c'est beaucoup plus poussé puisqu'on a 420 heures de contenu avec eux. Et on a le temps de faire, typiquement la conférence sur l'entretien que j'ai fait la dernière fois, elle dure 1 semaine à l'école. Donc on attend aller plus en profondeur. En l'occurrence, et je vais commencer sur mon sujet, c'est un sujet qui est beaucoup plus neuf pour moi. À l'origine, quand j'ai prévu de faire ce sujet, je m'étais dit, vas-y, je vais faire une escroquerie. Je vais leur dire, est-ce qu'on peut mesurer savoir-être? Je vais dire non. Et après, je vais enchaîner sur un autre truc. Ça m'a amené sur plein de recherches scientifiques, sur plein de trucs. Enfin, j'étais encore en train de les lire ce matin, donc je suis encore en, je vais dire hangover, apparemment hangover. Je suis en gueule de bois de lecture. Donc j'ai beaucoup lu sur le sujet et ça m'a amené à plein de conclusions. Mais avant de vous amener là, on va commencer par définir le sujet. Puisqu'on est venu ensemble pour savoir est-ce qu'on peut évaluer le savoir-être, peut-être commencer par se dire ce qu'est le savoir-être. Quand je dis savoir-être, vous pensez à quoi? Ça vous évoque quoi? Hein? Personnalité? Soft skills. Culture. Pourquoi culture? La manière dont tu te construis, c'est ce que tu es aujourd'hui. Ah, ta culture personnelle, pas la culture entreprise. Ok. Non, perso, ouais. Eh ben, ce qui est marrant, quand vous regardez sur Wikipédia, ça vous dit c'est la capacité de produire des actions et des réactions adaptées à l'environnement humain écologique. C'est très flou. Et surtout, pourquoi je vous ai mis la capture? Pour que vous voyez ces 2 avertissements. Quand il y a ça sur Wikipédia, c'est très mauvais signe. Souvent les gens vous disent Wikipédia c'est pas fiable. En fait Wikipédia c'est très fiable, à condition de savoir lire Wikipédia. Quand vous voyez ça sur l'article Wikipédia, c'est que l'article il est chelou. Et qu'il n'est pas assez documenté. Donc première constatation, c'est que la notion de savoir-être, elle est assez floue. Elle est souvent renforcée avec une autre dimension qui est l'intelligence émotionnelle, alors pour le coup qui est beaucoup moins floue, qui a été définie comme la capacité de reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions et à composer avec les émotions des autres personnes. Donc c'est une idée de comment on fait pour comprendre les émotions et s'en servir. Alors c'est un sujet c'est un concept qui est moins flou, qui date des années 90, mais qui n'est pas non plus très validé scientifiquement. Sur toutes les études que vous regardez, il y a beaucoup de débats. L'intelligence émotionnelle ne fait pas consensus. Et c'est marrant parce que les gens parlent beaucoup d'intelligence émotionnelle dans le monde de l'entreprise, dans le monde académique, on n'est pas très sûr que ça existe. Et on en débat encore. Quelqu'un a dit soft skills? Je sais plus qui. Mais soft skills, voilà, on a une autre définition qui est les soft skills, c'est toutes les qualités qui correspondent à la personnalité.
Bon, ce qui est con, autant du coup dire la personnalité. Donc ça m'amène à mon vrai point qui est la personnalité. Alors la personnalité, c'est quoi? C'est l'idée que vous avez chacune une combinaison de caractéristiques, soit émotionnelles, attitudes, qui déterminent vos comportements. Et cette chose-là, elle est déjà moitié héréditaire, à moitié influencée par votre environnement. Et surtout, elle est stable dans le temps. Quand on dit personnalité au sens des sciences sociales, c'est quelque chose qui est censé être stable dans le temps. Alors, avant de faire le chemin avec vous sur la personnalité, je mets un avertissement. Je sais qu'on est traumatisé. Donc, moi, je suis traumatisé par les tests de personnalité. À chaque fois que j'en fais, ça donne jamais le même résultat. Enfin, c'est un truc le plus horrible que j'ai fait. Mais en fait, c'est parce que le MBTI est une escroquerie. Qui a déjà fait le MBTI? Qui ne voit pas ce que le MBTI? Ok, MBTI, c'est une sorte de test qui vient à la base de Carl Jung, le psychanalyste. Quelqu'un a lu la théorie des types de personnalité de Carl Jung et s'est dit, vas-y, on va en faire un test. Donc en fait, ça donne 16 types de personnalité avec 4 dimensions. Il y a extraversion, introversion, il y a est-ce que tu es plutôt dans la sensation ou le raisonnement, bref, il y a 4 dont je ne me rappelle plus. Et ça donne 16 catégories. En fait, pourquoi c'est une escroquerie? La première, c'est parce qu'en fait, ça met les gens dans des cases directement. Et il n'y a pas, même s'il y a des tests MBTI qui essaient de le corriger, normalement, c'est extraverti ou introverti. C'est pas l'un ou l'autre. Il n'y a pas de gradation dans ce truc-là. En plus de ça, chaque case est positive. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quelle case du MBTI, vous êtes soit un artiste, soit un entrepreneur, soit un... Bref, il y a toujours une manière positive de le décrire. Et du coup, c'est pour ça aussi que je pense qu'il est aussi répandu, c'est qu'il vexe personne. En tant qu'RH, si jamais je veux déployer un test dans l'entreprise, le MBTI c'est très pratique parce que ça va vexer personne. Alors que le test dont on parlera tout à l'heure, quand ça vous dit que vous êtes instable émotionnellement, bah là, ça peut vexer les gens. Donc le MBTI, déjà, il vexe personne, et malheureusement, il n'a jamais été validé scientifiquement. On a essayé de voir si le MBTI prédisait la performance, prédisait plein de choses, et à chaque fois, c'est un échec. Donc le MBTI est aussi valide que l'astrologie. J'exagère à peine. Il est en tout cas au moins aussi valide que le test des 4 maisons de Poudlard. Voilà son niveau de validité. Et d'ailleurs, c'est ce qui me frustrait avec ce test, à chaque fois que je le faisais, j'avais un résultat différent. Je crois que c'est chelou, mais en fait, c'est le cas pour 50% des gens. 50% des gens, quand ils refont le test à 5 semaines d'intervalle, ils ont un résultat différent en faisant l'MBTI. Ce qui est un mauvais indicateur de la validité et de la fiabilité du test. L'autre truc qui fait que les tests de personnalité ont un côté assez dangereux, alors dangereux, je veux dire, sont assez soumis à l'effet astrologique, c'est que justement, ils sont soumis à l'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est quoi? C'est comme ça que fonctionnent les tests d'astrologie. C'est que quand on décrit quelqu'un de manière assez floue, il finit par y croire. Comme on n'a pas beaucoup de connaissances de soi-même, il suffit d'une description assez vague pour qu'on y croie. Et donc l'effet Barnum, je vais vous lire le test original que vous avez probablement déjà entendu, pour une partie d'entre vous. Donc c'est un test qu'on a donné à des étudiants en leur faisant croire que c'était un test de personnalité. On leur a demandé à quel point c'était fidèle à leur propre personnalité. Et ils ont répondu un truc comme 4,5 sur 5. Vous avez besoin d'être aimé et admiré, et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. À l'extérieur, vous êtes discipliné et savez vous contrôler. À l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et moins sûr de vous-même. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété, et vous devenez insatisfait si vous entoure de restrictions et de limitations. Vous flattez d'être un esprit indépendant, vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontrée. Vous avez trouvé qu'il était maladroit de se révéler trop facilement aux autres. Par moments, vous êtes très extraverti, bavard et sociable, tandis qu'à d'autres, vous êtes introverti, circonspect, réservé. Certaines de vos aspirations tendent à être assez irréalistes. Qui s'est reconnu dans ce... Bah, c'est trop tard, maintenant que je l'ai dit. Maintenant que je l'ai dit, ça marche plus. Mais ça, c'est l'effet horoscope. C'est qu'on vous dit que vous êtes à la fois extraverti et introverti, tout le monde se reconnaît. Bref, on finit pas tous par se reconnaître. Donc, faire très attention avec les tests, c'est qu'ils sont souvent soumis à l'effet Barnum. Ce qui s'est passé en sciences sociales, c'est que on a commencé par se poser la question, déjà, est-ce que la personnalité existait? Parce qu'en fait, ça se trouve, ça n'existe pas. J'entends par personnalité quelque chose qui reste stable au cours du temps. Pour ce faire, on s'est dit,
qu'on allait regarder le lexique de plein de langues différentes. Pourquoi le lexique? Parce qu'on se dit que si on arrive à avoir plein d'adjectifs qui définissent les gens et qui ont émergé au cours des langues, on aura le moins de biais possible. Parce qu'en fait, ils ont émergé au cours des millénaires dans les langues. Donc il y a quelqu'un qui s'est pris la tête en 1936 et il a réuni 4504 adjectifs. Quelques années plus tard, on était arrivé à 10 adjectifs et quelques décennies plus tard, on est arrivé à 5 adjectifs qui sont devenus les 5 traits de personnalité. Pourquoi on a mis autant de temps entre le 10 et le 5? C'est parce qu'à un moment, on a commencé à douter de l'existence de la personnalité. On s'est dit en fait ça n'existe pas. Puis la recherche s'est relancée et on a découvert qu'en fait si, la personnalité existe et qu'elle peut se définir en 5 traits. C'est ce qu'on a appelé le Big Five. Pour le coup, je vais vous expliquer ce qu'est le Big Five dans 2 secondes, mais le Big Five, la conclusion académique est unanime. Il y a quasiment personne qui le remet en question, et même ceux qui le remettent en question, c'est pour ajouter une 6e dimension, qui serait l'honnêteté et l'humilité. Mais il y a quasiment personne dans le monde académique qui vous dit ça n'existe pas. D'ailleurs, truc très marrant pour les gens qui aiment la science, le Big Five, plusieurs équipes de scientifiques sont arrivées au Big Five sans se concerter, à 2 moments différents. Autre chose à avoir en tête, c'est qu'on n'arrive pas à le réduire. On n'arrive pas à faire moins que le Big Five. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour l'habilité cognitive. On reparlera tout à l'heure d'habilité cognitive. L'habilité cognitive, on a réussi à la réduire au QI. On en reparlera, mais on a réussi à avoir un seul facteur, qui est le QI. Sur la personnalité, on n'est pas capable de réduire à plus que ces 5-là. Ça a une conséquence, ça veut dire qu'il n'y a pas de supériorité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je déteste la notion de savoir-être, parce que dans la notion de savoir-être, on sous-entend qu'il y aurait des gens qui ont une meilleure personnalité que d'autres. Parce que s'il y a un savoir-être, il y a une ignorance de l'être, forcément. Or, on le verra ensemble, il y a des critères qui sont... Il y a des traits de personnalité qui sont mieux à avoir dans des situations et d'autres qui sont mieux à avoir dans d'autres situations. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a quand même trouvé une sorte de QI, l'équivalent du QI pour la personnalité. Alors, c'est pas le QE, c'est pas le quotient émotionnel, ça s'appelle le GFP. Je sais plus ce que ça veut dire. General Factor of Personality. Et en fait, ce qu'on trouve, c'est qu'effectivement, vous avez une sorte de facteur global qui d'ailleurs se recoupe beaucoup avec ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et en fait, ce facteur global, il dit juste la capacité à avoir une personnalité socialement désirée. Il est évident que socialement, il vaut mieux être extraverti qu'introverti. Alors, le Big Five. Pour retenir le Big Five, l'acronyme c'est Océan. Facile à retenir. Ça fait donc 5 lettres. Il y a quoi dans Océan? Il y a l'ouverture, il y a la consciosité. On va voir ensemble ce que c'est exactement. Il y a l'extraversion. Il y a l'agréabilité, pareil, on va voir ce que c'est. L'agréabilité, c'est pas exactement comme l'amabilité, parce qu'en fait, en anglais, le mot qui dit agréable, c'est aussi le mot qui dit agree, disagree. Donc il y a cette notion de conciliation, on y reviendra. Il y a le neuroticisme, qui est l'instabilité émotionnelle. Alors, on va les détailler plus en détail. Quel pléonasme. On va les détailler tout court. Donc l'ouverture à la nouveauté, aux nouvelles expériences. Il faut savoir que chacun de ces 5 traits peut être divisé en 2 sous-catégories. Donc dans les 2 sous-catégories de l'ouverture, vous avez l'ouverture à la nouveauté, vous avez l'ouverture tout court et vous avez l'intellect. Ce qui veut dire que l'ouverture est un des traits de personnalité qui est le plus lié au QI, qui est le plus lié à l'intelligence, on y reviendra. En tout cas, ce qu'est l'ouverture à la nouveauté, c'est le fait d'aimer l'art, d'aimer l'aventure, d'aimer les idées peu communes. C'est très lié aussi à la créativité. C'est très lié à est-ce que vous allez tout le temps dans les mêmes restaurants ou pas. Ma mère, c'est l'inverse de ça. Ma mère, à chaque fois qu'elle vient à Paris, elle me demande d'aller au restaurant précédent. Je dis, mais on va faire un nouveau. À chaque fois, il est bien, fais-moi confiance. Parce qu'en fait, peur de la nouveauté. Qui a scoré plus de 80 là-dessus, tout à l'heure? Qui a scoré plus de 60? Oh, qui a scoré moins de 50? Les conservateurs. Ils n'osent pas le dire. Encore une fois, il n'y a pas de truc supérieur à une autre. Deuxième trait de personnalité. Comment traduire? C'est quasiment intraduisible, la consciousness. C'est un mélange entre la volonté et la discipline. Entre le fait de beaucoup travailler, c'est pouf souffle, Samuel Weiss. Pouf souffle, pour ceux qui ont vu Harry Potter, c'est ça, c'est le travail acharné, l'amour de l'ordre, et une capacité à travailler dur. On arrive à s'autodiscipliner. Très souvent, les gens qui fument scorent bas sur ce truc-là.
qu'il me manque probablement d'autodiscipline, de self-control. Pareil, très souvent, les gens qui font un grand score d'ouverture font un plus petit score là. Parce qu'en fait, on est plus spontané, plus imprudent, etc., etc. Qui a fait plus de 90 à ce critère? Qui a fait moins de 50? Ah. Qui a fait entre 60 et 80? Tout le reste? Ah. T'as eu 13? Oui. L'extraversion, c'est un des critères c'est un des traits les plus connus. L'extraversion, c'est quoi? Alors, c'est pas exactement la sociabilité. C'est un peu plus subtil que ça. Dans les deux sous-parties, vous avez enthousiasme et assertivité. Donc, il y a à la fois cette dimension d'énergie, d'avoir de l'énergie en tant qu'individu. Il y a la dimension d'arriver à s'affirmer, mais il y a aussi la dimension de se recharger au contact des autres. Typiquement, si vous êtes très extraverti, il y a de grandes chances qu'aller à des soirées, ça vous donne de l'énergie. Moi, je fais une soirée, pendant tout le week-end, je suis seul chez moi. Ça m'épuise, mais vraiment. Qui a fait plus de 80 en extraversion? Qui a fait moins de 40 en extraversion? Personne? Moins de 50? Moins de 60? Et très souvent, l'extraversion, en tout cas chez moi, j'ai remarqué que ça dépendait du contexte. C'est-à-dire que je suis capable d'être plus extraverti quand je fais une conférence, moins dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je suis la personne qui est son téléphone tout seul dans la conférence. Je suis là. Je suis à la place de Jennifer. Dans la vraie vie, dans une conf, je suis exactement à la place de Jennifer. Alors pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, quand je demande aux gens comment ils ont scoré, parce qu'au tout début, je leur ai demandé de faire un test de personnalité. Vous pouvez le faire. Vous tapez dans Google... Attends, je vais vous le mettre. Vous tapez ça dans Google. Vous l'avez là? Voilà. Vous tapez dans Google Big Five 538 et vous cliquez sur le premier lien et vous devrez l'avoir. Troisième trait de personnalité, l'agréabilité. C'est très dur à traduire. C'est un mélange entre la capacité de conciliation et l'inverse de l'égoïsme. Typiquement, moi, je score assez bas là-dessus, parce que je suis très égoïste. Et alors, par égoïste, j'entends la capacité à faire passer tes intérêts avant les intérêts des autres. Et dedans, en plus, il y a la politesse. Il y a compassion et politesse. Dans politesse, je score très bas. Pas qu'un très poli, d'ailleurs, je me suis fait embrouiller sur LinkedIn par une meuf qui est pas contente parce que j'ai mis un tu dans mon article. Et du coup, elle m'embrouille depuis hier. Donc ouais, je suis pas quelqu'un de très poli. Mais l'agréabilité, la capacité de concilier, c'est ça. C'est est-ce que vous êtes quelqu'un qui va plutôt favoriser le bien-être du groupe ou votre propre bien-être? Qui a fait plus de 80 sur l'agréabilité? Oh. Qui a fait qui a fait moins de 20? Moins de 30? Ah. Le suivant. Alors le suivant, c'est l'instabilité émotionnelle. L'instabilité émotionnelle, elle est en deux parties. Elle est dans la volatilité externe, donc à quel point je peux exprimer des émotions négatives à l'externe. Et il y a aussi l'internalisation, à quel point j'internalise des dimensions négatives externes. Je pense que c'est la discussion que vous aviez. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un a dit à l'intérieur, je suis plus négatif qu'à l'extérieur. C'était par là, j'ai entendu tout à l'heure. Voilà. Du coup, c'est plutôt sur la dimension internalisation que la dimension externe. Qui a fait plus de 80 en instabilité émotionnelle? Qui a fait plus de 70? Plus de 60? Oh, qui a fait moins de 50 en instabilité émotionnelle? Oh, il n'y a que des gens très stables. Plus le score est élevé, plus tu es instable. Sur le névrosisme, en vrai. À votre avis, dans quel ordre sont apparus les 5 traits de personnalité? Par ordre, j'entends, quel est le trait de personnalité qu'on a découvert en premier, sur lequel on est sûr depuis plus longtemps? L'extraversion. C'est pour ça que vous connaissez tous et toutes l'extraversion, parce que c'est le premier qu'on a découvert. Ensuite? L'émotivité, ouais. La stabilité émotionnelle. Et les trois autres, ce qu'on appelle... T'as dit quoi, Jennifer?
Donc l'émotivité, l'extraversion sont les deux qu'on a découvert il y a 40 ans. Et les trois autres, c'est-à-dire la conciliation, self-control, l'ouverture, sont arrivés bien plus tard, à savoir que le plus débattu, c'est l'ouverture. Parce que c'est très dur de la mesurer. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle se mélange un peu avec les capacités cognitives. À votre avis, quels traits ont particulièrement les gens qui sont de gauche? L'ouverture, ouais, exactement. Et quel autre? Non. Faut être de gauche pour dire ça. Faible en conscienciosité. Ah voilà, moins de consciosité, moins de discipline, moins d'amour de l'ordre. Et du coup, j'ai un droite. L'inverse, moins d'ouverture, et par contre plus de consciosité. Et là, c'est d'ailleurs d'où l'intérêt de diviser chaque trait en deux. C'est que sur la capacité à travailler dur, les gens de gauche et les gens de droite font le même score. Les gens de droite font plus de score sur la capacité, sur l'amour de l'ordre. D'ailleurs, j'ai oublié tout à l'heure de diviser le truc en deux. Dans la consciosité, tu as l'amour de l'ordre et la capacité à travailler dur. À votre avis, Donald Trump, il fait quoi sur chacun des traits? En ouverture, beaucoup, pas beaucoup? Ah, moi j'aurais dit beaucoup aussi. En consciosité, le fait d'être rigoureux, de travailler dur, etc. Pas beaucoup. Ah, quelqu'un dit plus. Intéressant. Extraversion. Plutôt plus. Agréabilité. Plutôt moins. Alors je rappelle, l'agréabilité, c'est pas le fait d'être cool. Hein. L'agréabilité, c'est plutôt l'inverse de l'égoïsme. C'est à quel point je mets mes intérêts ou pas en cause. Instabilité émotionnelle. Alors, il y a 34 psychologues qui sont prêtés au jeu d'essayer d'évaluer Donald Trump, et ça a donné ça. Donc ça a donné... donc en gros, comment on lit ça? Plus vous êtes 4, c'est la note maximum. Plus vous êtes proche de 4, plus vous avez un gros score. Donc en extraversion, il a fait quasiment le maximum. En agréabilité, il a fait quasiment le minimum. En consciosité, il a fait 0,5 sur 4. Alors là, ils ont mis l'inverse. Ils ont mis la stabilité, il a fait pareil, hein, quasiment le minimum. Et en ouverture, plutôt moitié. Je vous mets en garde d'emblée, la personnalité est un spectre. Ça veut dire que vous avez peut-être fait 80 ou 82, je sais pas, sur l'extraversion. Peut-être que demain, vous ferez 78. Donc déjà, c'est un spectre. C'est un spectre pour plusieurs raisons. Parce que déjà, vous avez une capacité à mobiliser des éléments de personnalité dans certaines situations. Ce que je vous disais, moi, avec l'extraversion, je suis capable de mobiliser l'extraversion quand le contexte le demande. De la même manière, je suis capable de diminuer mon manque d'agréabilité quand je suis en couple. J'essaye. Non, enfin, j'y arrive pas en vrai. Enfin, pourquoi je dis ça? En vrai, j'y arrive pas. Mais il y a d'autres trucs que j'arrive à moduler. Alors par contre, j'arrive pas à moduler mon instabilité émotionnelle. Je suis quelqu'un qui score très bas sur l'instabilité. Du coup, généralement, les gens me disent que j'ai pas d'émotion. Les gens qui me connaissent pas. C'est un spectre aussi, parce que ça évolue au cours du temps. Je sais, je vous ai dit tout à l'heure que la personnalité était stable au cours du temps, je vous ai menti. Donc la personnalité n'est pas exactement stable au cours du temps, au cours d'une vie, elle est stable au cours de 2 ans, 3 ans. Sur 3-4 ans, vous allez avoir la même personnalité. Par contre, sur une vie, il y a un effet de maturation. Et donc, on va refaire le jeu. À votre avis, comment chaque trait évolue pour les individus, en fonction du temps? L'ouverture, elle augmente ou elle diminue? J'avais un feutre, il est où? Il est là. Hop. Donc l'ouverture, vous pensez qu'elle diminue? La rigueur, self-control, ça augmente, ça diminue? L'extraversion, ça augmente, ça diminue? Ça dépend? Bon, je mets égal. L'agréabilité, ça augmente, ça diminue? Ça augmente, ça diminue, j'entends deux trucs. Qui a dit diminue? Pourquoi ça diminuerait? C'est qui les gens les plus âgés ici? Bon, je mets débat, augmente, diminue. Je vois qu'il y a un débat. Et l'instabilité émotionnelle, elle augmente ou elle diminue? Elle diminue?
Donc on est d'accord, hein, quand vous dites ça diminue, c'est-à-dire qu'on devient de plus en plus stable émotionnellement au cours de sa vie. Pourquoi? Tu penses que plus on grandit, plus on est ouvert? Moi, j'essaie de m'ouvrir de plus en plus. Parce que je sais que je suis assez fermé, du coup, je fais un effort là-dessus. Les gens autour de toi, ils deviennent, quand ils vieillissent, ils sont plus à gauche, plus à droite. Après, évidemment, c'est peut-être pas vrai sur toi. L'idée, c'est de faire une photo. Et j'ai pas encore dit si c'est vrai ou pas. On va arriver justement au résultat. Si j'arrive à enchaîner. Voilà. Alors, ouverture, vous avez raison, ça diminue. Alors en fait, en pointillé, c'est les hommes et en droit, c'est les femmes. Donc l'ouverture, effectivement, elle diminue au cours du temps. La rigueur, vous avez raison, elle augmente au cours du temps, mais elle augmente moins vite après 30 ans. L'extraversion, c'est assez stable. Ça diminue effectivement légèrement, mais c'est quand même assez stable. Et en plus, ça diminue pour les femmes et ça augmente pour les hommes. Donc disons que c'est égal. L'agréabilité, c'était où? En fait, ça augmente au début et ça diminue à la fin. Je pense que c'est qu'on dit ça diminue parce que vous imaginez des vieilles personnes qui sont plus agréables quand elles sont vieilles. Effectivement, il y passé un certain âge qui est environ 55 ans, votre agréabilité se remet à replonger. Mais en gros, ça augmente et ça rediminue. Hein? Tu dis quoi? Oui. Parce que quand tu es un enfant, rappelle, hein, l'agréabilité, c'est pas l'amabilité, hein, c'est le fait de concilier. Plus tu es jeune et plus moins tu concilies. Les enfants ne concilient pas. Il n'y a rien de plus non agréable au sens de personnalité qu'un enfant. Un enfant, il n'a rien à foutre de toi. Pour te dire, moi, quand j'étais petit, je croyais que j'étais le fils du soleil. Je croyais que le soleil me suivait partout et que... bref, je raconte cette histoire beaucoup trop de fois. Mais oui, quand t'es petite, c'était pas du tout agréable. Au sens de la personnalité, hein, encore une fois. Et stabilité émotionnelle, c'est un des facteurs sur lesquels tu as la plus grande différence entre les hommes et les femmes. Parce que là, c'est les hommes et là, c'est les femmes. Effectivement, ça diminue beaucoup chez la population féminine. Alors, comment on pourrait expliquer les changements? Pourquoi, par exemple, l'agréabilité, elle change au cours du temps? Pourquoi elle augmente chez les gens? Tout à fait, c'est sûr que c'est une histoire d'environnement. Mais qu'est-ce qui dans l'environnement pousse? Alors, il y a le pro, et il y a surtout... D'accord, mais dans le perso, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, les enfants. Quand t'as un enfant, c'est beaucoup plus compliqué d'être pas agréable. Au sens de la personnalité, d'être égoïste quand t'as un enfant. Parce que quand t'as un enfant, il faut concilier avec. Parce que lui, il ne l'est pas. Il faut bien que quelqu'un lâche. Question avant que j'enchaîne? De réaction? De toute façon, on fera des questions à la fin, mais... Pas de réaction? J'ai perdu personne? Dis-moi. Quelle étude qu'on vient de voir juste avant? Je sais pas, une des nombreuses que j'ai faites. Je vous enverrai un mail avec toutes mes notes. Pourquoi tu poses la question? Pour l'avoir? Bah, je vous ferai un mail avec tout le... J'ai un gros dossier plein de notes à vous envoyer. Mais souvent, ce que j'ai pris, c'est des méta-études. J'ai rarement pris des études parce que c'est chiant, parce que j'ai pas le temps. Autant prendre une méta-étude qui résume toutes les autres. Vous remarquez, je ne suis pas si haut que ça sur la rigueur et le travail dur. Alors, ça amène à la personnalité, le lien entre la personnalité et la performance. Quel est le lien entre la personnalité et la performance travail? C'est ce qui va nous permettre ensuite de voir comment on peut l'évaluer en recrutement. Parce qu'avant de vouloir évaluer en recrutement, première question, c'est est-ce que ça a vraiment un impact? Alors déjà, à votre avis, est-ce que la personnalité a un impact sur la performance? C'est un mix. Ok, je vais vous dire ce qu'ont donné Exploration. Première chose, oui, la personnalité a un impact sur la performance. Mais ça s'imagine assez bien. Imaginez-moi comptable. Je peux pas être comptable, c'est pas possible. Ma personnalité est totalement en échec avec ce métier. Donc effectivement, vous avez, dans tous les cas, un impact à la personnalité. Après, la question que tu soulèves, c'est à quel point? Est-ce que c'est un petit impact? Est-ce que c'est un grand impact? Premièrement, à votre avis, quels sont les traits de la personnalité qui influent le plus sur la performance travail? Ouverture. Il n'y a pas adaptabilité dans les... Alors c'est ouverture si tu dis adaptabilité, mais... Le critère qui est le plus unanime, enfin le trait qui est le plus unanime, c'est le self-control, la conscienciosité. À quel point j'ai envie de travailler dur, ce qui se comprend assez bien en vrai. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Pourquoi j'en suis arrivé là? Ah oui! Donc vous avez raison, le trait qui impacte le plus, c'est la conscienciosité.
Le self-control, la discipline, l'envie de travailler dur. Qu'est-ce qui impacte le plus le salaire, à votre avis? L'extraversion? Hein? Peu importe. Pas, je te dirais pas. L'extraversion. L'agréabilité, ouais. Ce qui, de loin, a le plus grand impact sur le salaire, c'est à quel point vous êtes peu agréable. Plus vous êtes agréable et moins vous avez un gros salaire. Ce qui est évident, parce que si jamais vous avez toujours la recherche d'intérêt des autres, en négociation, c'est catastrophique. Donc les meilleurs négociateurs sont toujours des gens pas agréables. Alors, je répète, quand je dis pas agréable, c'est au sens de la personnalité et pas au sens du langage commun. L'ouverture d'esprit, vous aviez à moitié raison, parce que ça a un grand impact, mais pas sur la performance en tant que telle, c'est un grand impact sur la capacité à se former ensuite. Ce qui est assez logique. L'extraversion a un impact neutre, parce qu'en fait ça dépend beaucoup des métiers. Il y a des métiers où il vaut mieux être introverti qu'être extraverti, et vice-versa. Et la stabilité émotionnelle, ça ne porte préjudice qu'aux femmes. C'est-à-dire qu'effectivement, mais on a cet imaginaire de un homme, on lui dira pas qu'il est hystérique, une femme, on lui dit qu'elle est hystérique, on va lui mettre une pénalité à cause de ça. Ça, c'est à cause du sexisme, que ce trait-là pèse sur les femmes. Autre constatation, c'est que plus le job est autonome, et plus la personnalité va compter. Pareil, on peut le comprendre. Si vous avez un job où, typiquement, je dois faire passer des articles à la caisse, j'ai aucune autonomie, que je sois extraverti, ouvert d'esprit, ça ne change pas grand-chose. Et donc, plus le job est autonome, plus vous avez un grand impact de la personnalité. Autre conclusion de tout ce que j'ai lu, c'est qu'il faut faire très attention. Si jamais vous voulez évaluer la performance au travail avec le modèle du Big Five, il faut affiner les traits. Il ne faut pas juste prendre les 5 du Big Five, il faut les subdiviser. Pour une raison qui peut se comprendre. Si je reprends la conscienciosité, dans la conscienciosité, vous avez l'ordre et le devoir et l'envie de travailler dur, bah, ça n'est pas forcément la même chose. Typiquement, chez nous, je pense que tu réussis mieux si tu as la capacité à travailler. Par contre, l'obsession de l'ordre, c'est pas un critère chez nous. Au contraire, les gens qui sont très ordonnés finissent par faire un burn-out chez nous. C'est des vraies histoires en plus. Et ça amène à la transition, c'est qu'aller contre sa personnalité au travail, c'est très très dangereux. C'est une des meilleures manières de s'effondrer psychologiquement, c'est d'être dans un truc. Vous savez, la fameuse image, si vous évaluez un poisson à grimper un arbre, passe toute sa vie à croire qu'il est mauvais. Mais là, c'est pareil. Si vous mettez quelqu'un qui est très ouvert aux nouvelles expériences dans un cadre qui est très dirigé, il va être malheureux. J'ai fait de la RH pendant 6 mois, j'étais malheureux comme un pou. Ça se dit malheureux? Non, ça se dit pas. Malheureux comme un pou, je sais pas. C'est gratuit. J'étais malheureux parce qu'en fait, j'ai trop envie de tester de nouveaux trucs. D'ailleurs, c'est pour ça que l'ouverture d'esprit, ouverture de nouvelle expérience, elle a pas vous avez été plusieurs à dire qu'elle a un impact positif sur la performance. Pas forcément, parce que ça fait aussi des individus qui papillonnent. Ça peut être bien dans certains cas, ça peut être très très mauvais dans d'autres cas. Je sais pas si j'aimerais bien que mon gestionnaire de paye soit ouvert aux nouvelles expériences. Pour vous donner l'image. Et je me suis rendu compte, du coup, en faisant tout ça, que quand je dis aux gens que le recrutement n'est pas RH, en fait, ce que je veux dire, c'est que le recrutement ne demande pas les mêmes personnalités que le reste de la RH. Puisqu'en fait, si jamais on compare les deux, je pense que pour être recruteur, il faut une plus grande ouverture d'esprit que pour être RH. A l'inverse, pour être RH, je pense qu'il faut plus de rigueur pour être recruteur, etc. etc. J'en sais rien, c'est mon nez. Là, je suis sorti du cadre de scientifique. Mais je pense qu'en fait, tu as une opposition de personnalité entre plusieurs métiers. Ça amène au point d'après, qui n'était pas prévu du tout à la base, mais auquel j'ai pas pu couper, qui est l'intelligence. J'ai mis intelligence pour que tout le monde comprenne. À partir de maintenant, mettons-nous d'accord sur le fait que par intelligence, j'entends l'aptitude cognitive générale. D'accord? C'est quoi l'aptitude cognitive générale? C'est ce que mesure le QI.
Donc à partir de maintenant, on va parler d'aptitude cognitive générale. Peu importe votre définition d'intelligence, c'est pas ça qui compte. Là pour l'instant, c'est de ça qu'on parle. Pour avoir une photo d'un individu, c'est pas mal de connaître son intelligence et sa personnalité. Ça me fait donc 6 facteurs, les 5 traits qu'on a vus, et en plus, facteur d'intelligence. Et on se dit qu'en vrai, si on veut analyser les jobs dans lesquels on doit aller ou on veut aller en fonction de qui on est, on va mettre ici à quel point le job est complexe, du coup là à quel point il est simple. Ensuite, là, je vais mettre à quel point le job est créatif. Je mets entrepreneur entre guillemets. Et à quel point le poste ici est administratif. Sous cette variable-là, en fait, plus vous êtes intelligent et plus c'est facile pour vous de faire des postes complexes. Et cette variable-là, plus vous êtes ouvert et pas forcément rigoureux, plus c'est facile. Et là, plus vous êtes au contraire plutôt rigoureux et moins ouvert, et plus c'est facile pour vous. Typiquement, c'est ici que vous trouvez les entrepreneurs. Ici, vous trouvez des postes comme manager. Je pense, RH d'ailleurs, je pense qu'en fait, si on faisait cette courbe-là, les RH tomberaient ici et les recruteurs tomberaient ici. Et ici, vous avez un soldat, par exemple. Soldat, on demande à quelqu'un d'être très très simple et pas hyper complexe. À gauche, j'ai rien trouvé ici. Si quelqu'un trouve un métier qui est créatif et simple, je ne l'ai pas trouvé. Hein? J'ai pas entendu. Artiste? Ouais, j'ai pensé artiste. Mais je sais pas si c'est si simple que ça. Ça dépend de ce que tu fais comme art. Si tu fais un film, tu vois, c'est assez complexe un film en vrai. Si artiste, c'est dessiner des vaches, ouais. Ouais, si c'est artiste contemporain. Artiste contemporain. Exactement. Si c'est artiste contemporain, je vois très bien ce que tu veux dire. Alors, j'avais trouvé ça sur une vidéo d'un mec qui analysait justement comment se positionner dans sa carrière. Il donnait des conseils aux gens sur leur carrière et il dit essaye de voir où tu te places sur le graphe. Parce qu'en fait, les deux grandes variables, ça va être l'intelligence et la personnalité. Et avant de continuer, ça amène à ce que mesure le QI. Donc, le QI, c'est une des variables les plus terrifiantes des sciences sociales. Parce qu'en vrai, on n'a jamais réussi à la mettre en défaut. À la base, on s'est demandé au début du XXe siècle, 1904, je crois de mémoire, vous vérifierez, est-ce qu'il y avait quelque chose qui réunissait toutes les capacités cognitives? Beaucoup de gens pensaient que non, on a fini par trouver que oui. Cette chose-là, on a appelé ça le facteur G. On s'en fout, peu importe. Mais en tout cas, on a réussi à unifier tout ça, ce qui n'est pas le cas, rappelez-vous, sur les 5 traits de la personnalité. On n'a pas réussi à unifier la personnalité. En revanche, on a réussi à unifier une variable pour toutes les aptitudes cognitives. Ça veut dire que les gens qui ont une meilleure aptitude à s'exprimer verbalement ont tendance à être les meilleurs en capacité mathématique, ont tendance à être les meilleurs en capacité logique, ont tendance à être bref. Donc tout ça est grandement corrélé. Et c'est ce que mesure le QI. Et donc le QI, ça mesure la capacité à apprendre rapidement et précisément une tâche, un sujet ou faute d'orthographe, une compétence dans des conditions optimales. Donc c'est très lié à votre capacité d'apprendre les choses précisément et rapidement. Qu'on appelle ça intelligence, peu importe. D'ailleurs, autre chose qui a été démontrée, puisqu'en fait, il y a eu plein de critiques sur le QI, il n'y a pas plusieurs intelligences. En tout cas, il n'y a pas plusieurs aptitudes cognitives mentales. On revient toujours à G à chaque fois. On a beau tester, triturer le modèle depuis un siècle, c'est la variable la plus stable de toute la psychologie. Si vous croyez un tant soit peu la psychologie, il n'y a aucune variable qui fait aussi stable que le QI. Hyper important, l'intelligence n'est pas la valeur. Souvent, on n'est pas confortable avec ça parce qu'on se dit que les gens les plus intelligents ont plus de valeur. C'est pas vrai, c'est pas une histoire de valeur. C'est une histoire juste de rapidité. Ça amène aussi au point d'après, c'est que contrairement à la personnalité où vous n'avez pas de personnalité qui est préférable qu'une autre, là pour le coup, toute chose égale par ailleurs, vaut mieux avoir un plus grand QI qu'un plus petit QI. Vaut mieux aller plus vite et plus précisément que moins vite et moins précisément. Mauvaise nouvelle, le QI a un impact sur tout. C'est-à-dire qu'il est corrélé aux performances scolaires, il est corrélé au salaire, il est corrélé à la délinquance, alors négativement. Le plus vous êtes intelligent et moins vous avez de chances de finir en prison. Il est corrélé, pareil, inversement aux accidents du travail. Il est corrélé même, ça je pensais pas, à la longévité de votre mariage. Plus vous êtes intelligent et moins vous faites de divorce. Ça me paraît bizarre ça, mais...
Et il est corrélé aussi au fait d'avoir un enfant non prévu, mais pareil, négativement. Plus vous êtes intelligent et moins vous avez d'enfants non prévus. Tu dis quoi? On se marie pas quand on a un gros. Peut-être que qu'on a un gros QI, on se marie. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a moins de divorces chez... J'ai raté mon effet. J'allais vous demander qu'est-ce qui a plus d'impact. La réponse est au tableau. Donc cette question est encore intensément débattue. Autant tout ce que je vous ai dit jusque-là, c'est assez unanime dans les papiers académiques, autant ce point-là est plus débattu. Alors, il n'est pas non plus totalement débattu, parce que la majorité de ce que vous lisez conclut que l'intelligence a plus d'impact que la personnalité. Et d'ailleurs, les papiers que j'ai lus, c'est un papier qui essaie de démontrer l'inverse et qui a fini par conclure qu'en fait, si, il y a 2 fois plus d'impact de l'intelligence par rapport à la personnalité. Mais il y a des papiers où ça vous dit l'inverse. Mais je pense que c'est parce que la personnalité a un rôle plus variable. Typiquement, si tu es très intelligent, mais que tu as une faille comme la mienne, typiquement phobie administrative, dans un métier comme comptable, ça va quand même foirer. Donc je pense que c'est ça qui fait que la personnalité a un impact plus variable que l'intelligence. Et en fait, c'est parce que l'intelligence a 2 grands impacts. Le premier impact, c'est que vous accumulez des connaissances du job plus rapidement et plus précisément. Puisque, je rappelle, on a défini la capacité cognitive comme étant la capacité à apprendre rapidement et précisément. Donc du coup, vous allez accumuler plus rapidement et plus précisément les choses du job. Et deuxième impact de l'intelligence, c'est que quand vous allez être soumis à un problème complexe, vous avez plus de facilité à le résoudre. Et il est évident, du coup, que l'impact diminue avec la complexité du job. Mais même sur un job qu'on dirait sans qualification, on est à 0,38. Je vais vous dire, ça veut dire 0,38. Est-ce que je fasse le carré? 0,38 fois 0,38, ça fait 14%. Même sur un job sans qualification, vous avez 14% de la performance qui est expliquée par l'intelligence. Et sur des postes plus compliqués, on est à 0,61. Et ça fait, j'ai pas fait mes devoirs, 0,61 au carré, ça fait 37%. Donc environ 40% de la performance qui est expliquée juste par le QI. J'ai du coup fini par lire cette étude dont on vous parle depuis des années, mais que je n'ai jamais lue, que j'ai toujours lu les résumés, soit dans l'entrevue structurée, soit dans Workrules. À chaque fois, j'ai lu le résumé. J'ai vraiment lu du coup cette étude sur 85 ans qui nous a amené à la conclusion qu'il fallait faire des entretiens structurés. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on lit l'étude, c'est pas du tout ce qu'il dit. Il appelle à faire les tests d'intelligence. C'est le plus grand argument qu'il avance, c'est faire des intelligences. Et donc il explique, et il vous dit donc, effectivement, on a bien que l'entretien structuré, c'est 2 fois plus efficace qu'un entretien non structuré, mais on a surtout que échantillon de travail et test cognitif, c'est 26 et 29%. Et il conclut en disant que, en fait, échantillon de travail, c'est une manière d'évaluer l'intelligence, de manière indirecte, parce que c'est une manière d'évaluer à quel point la personne elle a appris bien son métier. Et il dit aussi que, pareil, l'examen de connaissances, c'est une manière indirecte d'évaluer l'intelligence. Ce qui veut dire que, à la fois, c'est la mesure la plus fiable, à la fois, c'est la plus facile à évaluer. Il suffit de faire un test bête, le mot est mal choisi, mais il suffit de faire un test. Quelqu'un a déjà fait le SAT, truc américain là. C'est quasiment un test de QI. Il est corrélé à 86% avec le test de QI. Et c'est pas cher, c'est moins cher qu'un entretien. Et la question du coup, c'est pourquoi on l'utilise si peu? Quelqu'un a une idée de pourquoi on utilise si peu les tests d'intelligence, enfin les tests d'habilité cognitive? Ça vexe. Même moi, j'ai peur d'en faire un. Je me crois trop intelligent si j'en fais un et que ça me dit non, je vais être dévasté. Hein? Ah si, c'est le truc le plus fiable que tu puisses imaginer en recrutement. C'est un test d'intelligence. Discriminatoire, je sais pas. En tout cas, c'est pas dans les 27 critères de discrimination. Ah non, ça prend moins de temps. Parce que le candidat le fait chez lui, le candidate le fait chez elle. Tu peux évaluer le QI en 20 minutes, en vrai. Tu dis quoi? Ça crée beaucoup plus de barrières, non? C'est-à-dire? On recadrerait plus facilement des personnalités. Ah, tu penses? Peut-être. D'autres idées? Est-ce qu'on peut avoir des très bons scores d'aptitude cognitive sans pour autant avoir l'intelligence
émotionnel et relationnel. Mais peu importe, puisqu'on vient de prouver que ça a plus d'impact que tout le reste. Ça a 2 fois plus d'impact que ce que tu appelles l'intelligence émotionnelle. Mais oui, t'as raison. Ah, peut-être que les gens se disent que ça a moins d'impact. C'est un bon début de réponse. En fait, une des réponses, c'est aussi parce qu'on est en France. Vous avez 47% des boîtes dans le monde qui l'utilisent déjà. Vous avez 74% des boîtes en Finlande. C'est toujours la Finlande. Tu vois que tu fais un truc, il y a toujours la Finlande. C'est un truc de ouf, ce truc. Et 65% des cabinets de recrutement en Nouvelle-Zélande. Donc vous avez déjà des endroits où c'est massivement utilisé. Dans le monde anglo-saxon, c'est très utilisé. Dans les admissions pour l'université, au collège en anglais, en université américaine, c'est quasiment obligatoire, le fameux SAT. Et du coup, les recrutements sont plus efficaces? Ah bah forcément, parce que tu utilises un truc qui est plus fiable. Dans ce cas-là, le recruteur, il sert à quoi? Dans ce cas-là, le recruteur sert à quoi? À plein de choses. Parce qu'en vrai, le recruteur, il va déjà... On va voir que de toute façon, la mesure la plus fiable, c'est une combinaison. C'est ça, probablement la suite. C'est une combinaison. Et donc déjà, tu as besoin de faire une combinaison d'une manière ou d'une autre. Pour combiner, tu auras besoin d'un recruteur. Et après, tu sais... Alors là, on s'éloigne du sujet de la conf. J'aspire pas à ce que les recruteurs fassent tout le process. Je pense que l'option qu'a pris Google, qui est décrite dans ce livre qui est devant vous là sur la table, qui est de faire des recruteurs les chefs d'orchestre du recrutement, c'est quelque chose qui moi me parle beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, notamment pour l'entretien structuré, on va écrire les questions, former les gens à le faire. Si on fait un test de QI, pareil, on va former les gens à les lire. Et oui, on participe au process, mais on peut aussi déléguer le truc sans perdre pour autant la valeur. Conviction très intime qui n'a rien de scientifique. Alors, ça m'amène à ma dernière partie, qui est comment évaluer les deux à la fois. Parce qu'on s'est dit qu'un individu était assez bien résumé par son intelligence et sa personnalité. Alors encore une fois, on s'est mis d'accord, quand je dis intelligence, je veux dire ce que mesure le QI, peu importe qu'on appelle ça intelligence ou pas. On appelle ça rigoureusement, normalement, l'aptitude générale, non, l'aptitude cognitive générale. Donc la somme entre la personnalité et l'aptitude cognitive générale résume assez bien l'individu, en tout cas prédit assez bien la performance. Dans la même étude du coup de 98, il conclut que les 2 meilleures combinaisons pour obtenir le plus de prédictibilité, c'est un entretien structuré et un test cognitif. L'entretien structuré permettant d'évaluer aussi la personnalité, ou un test de personnalité et un test cognitif. Alors à votre avis, qu'est-ce qui a scoré le plus? Entretien ou... Alors, à chaque fois, il y a un test cognitif, mais ce qui prédit le plus, c'est quand on met un entretien ou quand on met un test de personnalité. Qui pense que c'est l'entretien? Qui pense que c'est test de personnalité? Test de personnalité. Alors, test de personnalité, pour le coup, en plus de ça, donc ça fait 42% pour la combinaison test de personnalité plus test cognitif, et ça a fait 40%, qui n'est pas non plus dégueulasse, c'est la deuxième meilleure combinaison, pour entretien structuré et test cognitif. Et en plus de ça, je ne croyais pas que je dirais cette phrase un jour, parce que j'ai testé test de personnalité avant de faire cette étude. Au crédit des tests de personnalité, ils n'ont pas été à leur max sur leur étude, en 98. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 98, il s'est dit, puisque le facteur le plus important, c'est le C, la consociosité, on ne va tester que ça. Donc en fait, c'est des tests qui ne testaient ni l'ouverture, ni l'extraversion, ni l'agréabilité, ni la stabilité émotionnelle. Ça ne testait que la consociosité. Et rien qu'avec ça, on est déjà à 42%. Donc il y a des chances, j'ai pas d'études disponibles, il y a des chances qu'on fasse encore mieux avec un test de personnalité plus complet, plus un entretien structuré, plus un test cognitif. Mon inconscient ne veut pas l'accepter. Et tu vas me redire à quoi sert le recruteur, je sais pas. À quoi servent les recruteurs, pardon. Alors la condition pour ça, ça demande quand même d'utiliser des évaluations de personnalité valides. Donc pas de MBTI, par pitié. On va me faire des ennemis, je vais faire des ennemis sur caméra, mais pas de MBTI. Le consensus est sur le Big Five. Donc si en fait vous utilisez un truc qui n'est pas dérivé du Big Five, dans tous les cas, vous vous éloignez du consensus scientifique. Après, on peut débattre sur est-ce que tout est scientifique. J'ai ce débat tous les semaines avec une élève qui boit de l'eau de mer et qui fait que l'eau de mer ça guérit. Les vrais savent. Mais en tout cas, vous vous éloignez de la science. Ce que la science vous recommande, c'est de prendre des tests qui sont forcément ancrés dans le Big Five. Alors, j'avais pas le temps de regarder tous les tests autour de moi. J'ai donc regardé celui que je connaissais le mieux.
qui est Access First. J'ai vérifié si effectivement ça s'ancrait dedans. Et donc effectivement, le point de départ pour le coup du test d'Access First, c'est le Big Five. Tout le monde connaît Access First? Et j'ai eu la chance un jour d'avoir le débrief parce qu'ils m'ont corrompu. Ils m'ont offert une session gratuite. Et donc j'ai eu le débrief de ma propre personnalité par Access First. Et donc en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, pour que ça soit efficace en termes dans le cadre de prédiction de performance au travail, vous devez affiner le Big Five. Vous ne pouvez pas juste prendre les 5, vous devez affiner les traits. Je vais vous les lire. Donc en gros, ici vous avez équilibre personnel. Dans équilibre personnel, vous avez ce monde détendu, vous avez s'attache aux aspects positifs, vous avez contrôle ses émotions, et vous avez recherche la stabilité. Ensuite, vous avez rigueur dans le travail. Bon, c'est assez évident que c'est la consolidité. Dans la rigueur dans le travail, il y a va au-delà des tâches prescrites, persévère face aux obstacles, s'attache aux détails, s'organise avec méthode. Et vous remarquez que va au-delà des tâches prescrites, je score très très haut. Par contre, sur s'attache aux détails et la méthode, je score très très bas. C'est pour ça que c'est intéressant de diviser chaque trait. Et ce que je vous disais aussi, vous expliquez tout à l'heure que chez nous, il vaut mieux être assez haut là, sur aller au-delà des tâches prescrites. Par contre, on s'en fout que vous soyez organisé. Je dirais même plus, il vaut mieux pas être organisé pour survivre chez nous. Créativité, adaptabilité, à votre avis, c'est laquelle? C'est ouverture. Donc dans créativité, ils ont mis s'adapter au changement, faire preuve d'inventivité, s'intéresser aux choses abstraites et être attiré par les tâches variées. Prise en compte des autres, c'est l'agréabilité. Donc il y a consulter avant de décider, accepter les critiques émises, s'ouvrir aux idées des autres et s'impliquer affectivement. Et le dernier, qui est leadership influence, du coup c'est une espèce de variation de l'extraversion. Donc il y a prendre l'ascendant sur les autres, chercher à convaincre les autres, aller spontanément vers les autres et aller faire preuve de diplomatie. Dis-moi. Dans Access First, comme il nous demande de choisir entre plusieurs affirmations à chaque fois, on ne peut pas avoir les 5 degrés à 100% à la fin. Parce qu'on a forcément fait des choix pour éliminer des propositions. Non, parce que les 5 catégories sont indépendantes. D'accord, parce que je vais passer... À chaque fois qu'on fait un test, normalement, j'ai pas fait le test, hein, mais le Big Five, contrairement à d'autres tests, normalement, tu n'évalues qu'un seul trait de personnalité. Donc, tu as plusieurs choix, effectivement, mais sur le même trait de personnalité. Après, je ne connais pas les subtilités. Tu m'amènes dans une discussion qui est beaucoup trop technique pour moi. La question, c'est quel degré de liberté tu vas mettre. Tu vas pas chercher des gens à 100% compatibles avec une personnalité. Tu vas mettre comment on dit threshold en français? Je suis devenu un mec insupportable qui demande des mots anglais en français. Un seuil. Tu vas mettre un seuil, mais pour ma défense, ça fait 2 jours que je ne lis que des études en anglais. Tu vas mettre un seuil, peut-être 60%, peut-être 70%, peut-être 80%. En fonction du curseur que tu vas mettre, tu vas pouvoir avoir une complémentarité. Et j'insiste, si tu regardes, alors je remets le site tout à l'heure, toutes les caractéristiques ne sont pas pertinentes pour ton job. Donc tu auras aussi la diversité sur les trucs qui ne sont pas pertinents. Je reprends mon exemple de comptable, on ne veut pas avoir un comptable qui soit pas rigoureux. Il n'y a pas d'histoire de diversité. Par contre, pour le reste, peut-être qu'on peut être plus divers. Donc je disais, oui, que la culture, ça boucle un peu avec vos questions, la culture de l'entreprise est une sorte de personnalité géante. En fait, c'est la personnalité que possède votre entreprise. Par conséquent, ça veut dire que ta culture, elle est toxique pour un certain type d'individu. Ce que je vous ai dit, je pense que notre culture à nous est très toxique pour les gens qui aiment l'ordre. A l'inverse, ta culture va être un terreau pour un autre trait de personnalité. Je pense que le trait pour lequel l'école de recrutement, notre boîte, est la plus favorable, c'est l'ouverture aux nouvelles expériences. Si vous devez garder qu'un seul trait pour la boîte dans laquelle vous êtes actuellement, à votre avis, c'est lequel? Réfléchissez 30 secondes vous devez retenir qu'un seul parmi les 5. Quel est le trait qui s'épanouit le plus facilement dans votre boîte? Stabilité émotionnelle. Vous l'avez? Qui a répondu ouverture? Qui a répondu rigueur, consolidité? Qui a répondu extraversion? Qui a répondu agréabilité? Qui a répondu instabilité émotionnelle? Enfin, du coup, stabilité émotionnelle. Ah, donc on a un gros sur ouverture, ça. Refait? Ouverture, c'est combien? Ouais. Hein? En fait, pourquoi l'instabilité émotionnelle ne diminue pas la performance? Alors, elle diminue le salaire des femmes, mais elle ne diminue pas la performance. Parce qu'en fait,
être trop relax, pas forcément bien. C'est les individus qui sont un peu sujets au stress vont aussi plus se donner. Donc en fait, quand tu regardes la courbe d'efficacité des individus, en général, c'est une cloche. C'est-à-dire qu'être trop détendu, c'est pas hyper bon pour la productivité. Être trop stressé, ça te paralyse, mais c'est entre les deux en fait. Alors ça amène à mon tout dernier point, qui est qu'on n'est pas obligé de faire un test de personnalité pour évaluer la personnalité. En fait, toutes les autres méthodes qu'on prend, quand elles n'évaluent pas les capacités cognitives, en fait, ce qu'elles évaluent, c'est d'une manière ou d'une autre la personnalité. En vrai, l'entretien structuré, d'une manière ou d'une autre, il évalue d'ailleurs un peu des deux. Je ne refais pas le cours d'entretien structuré. Enfin, si je le refais en très accéléré. Pour les autres, vous regarderez la vidéo correspondante. En gros, entretien structuré, le plus important, c'est les critères. Je sais que très souvent, quand on pense à un entretien structuré, on pense à un entretien qui pose les mêmes questions à chaque fois. C'est vrai, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, et de loin, c'est d'avoir une bonne définition de critères. Pour avoir une bonne définition de critères, il y a une méthode qu'on appelle la méthode des incidents critiques. C'est quoi la méthode des incidents critiques? C'est que vous allez voir le manager, ou la manager, et vous lui dites « Raconte-moi une fois où une personne a été particulièrement efficace, ou au contraire, particulièrement inefficace. » Donc particulièrement efficace, ça va être un incident critique positif. Particulièrement inefficace, ça va être un incident critique négatif. Donc raconte-moi une fois où une personne a été particulièrement efficace ou inefficace à son poste, et surtout raconte-moi dans quel contexte c'était, quelles sont les actions qui ont été menées, et quels sont les résultats qui ont abouti. Autre condition, il faut que l'anecdote soit réelle. Si vous ne demandez pas une anecdote réelle, on vous dira il faut quelqu'un qui a du leadership. On va l'imaginer. Non, il ne faut pas imaginer. Il faut des vraies situations, avec des vraies personnes. Si jamais vous passez par cette méthode-là, ça vous fera automatiquement coller aux bonnes conditions de critères pour l'entretien structuré, qui sont liés à l'emploi, qui sont, je vais pas les refaire, mais en fait, en posant la question comme ça évitera qu'ils vous disent « je veux quelqu'un qui fait HEC ». Parce qu'en fait, avoir un diplôme HEC, à aucun moment, ça a pu avoir un impact direct sur la performance au travail. Deuxième grand pilier de l'entretien structuré, c'est de poser des questions comportementales et situationnelles. C'est quoi des questions comportementales et situationnelles? Une question comportementale, c'est une question qui commence par « raconte-moi une fois où ». Racontez-moi une fois où. Question situationnelle, c'est l'inverse, c'est « imaginer que ». Tout le monde là? Et chaque question doit évaluer un et un seul critère. Je répète, chaque question doit évaluer un et un seul critère. C'est pour ça que la question « parlez-moi de vos défauts » est mauvaise. Parce qu'en fait, elle n'évalue pas de critères que tu as préalablement définis. Et c'est pour ça que les gens ont des digressions, en fait, qui n'ont rien à voir avec ce que tu veux écouter, parce que tu leur as juste demandé des défauts en général. Toi, ce que tu veux, c'est savoir leur personnalité par rapport aux critères que tu as définis. Et dernier pilier de l'entretien structuré, c'est le compte-rendu. Compte-rendu et grille d'évaluation. Le compte-rendu, ce qu'il doit comprendre, c'est à la fois une décision claire et à la fois une note sur chaque critère. Et c'est hyper important, alors je dis ça, mais je le fais jamais. Je suis un très mauvais élève. C'est hyper, Nina le fait, bien meilleur élève. C'est de faire, en fait, de noter chaque critère et pas de mettre une note générale. Si vous mettez une note générale, vous perdez une grande partie de l'intérêt de faire un entretien structuré, qui se base justement sur avoir des critères. Et d'ailleurs, les erreurs que j'ai faites moi en entretien, c'est des gens sur qui j'avais mis, il y avait 3 critères, j'avais mis 4,5 sur 5 à 2 critères, et le troisième, j'avais pas mis la moyenne, j'ai dit oh, c'est pas grave le troisième, il est pas si important que ça. Parce qu'en fait, j'ai pas respecté la propre méthode en fait. Donc c'est hyper important de ne pas faire une impression générale, mais de faire une impression par critère. Ok, une fois que j'ai dit ça, je vais vous donner un exemple sur évaluer le, entre guillemets, savoir-être, maintenant qu'on sait que c'est la personnalité. Évaluer la personnalité pour les commerciaux. C'est marrant parce que chez nous, on fait un entretien culturel et un entretien fonctionnel. Et je m'étais dit que l'entretien culturel évaluait la personnalité et que l'entretien fonctionnel évaluait plutôt les capacités autres. Pas du tout. Dans tous les cas, on évalue la personnalité. J'ai regardé les questions qu'on pose, les 4 critères qu'on a définis pour un commercial. On a défini critère numéro 1, savoir dire non à un client. Critère numéro 2, faire passer une émotion. Critère numéro 3, pouvoir jouer en équipe avec ses camarades. Et critère numéro 4, savoir se remettre en question. Si on essaye de les classer dans le modèle Big Five, savoir dire non, c'est où? Oui, dans une agréabilité plus basse. Faire passer une émotion. Plutôt l'extraversion. Jouer en équipe. Je sais pas si j'aurais d'ouverture.
J'aurais dit agréabilité, mais dans l'autre sens. Du coup, ça fait un score d'agréabilité qui est plutôt au milieu. Dans l'autre sens par rapport au sens de tout à l'heure sur savoir dire non. Et pouvoir se remettre en question. Plutôt l'ouverture. Voilà, ça c'est quand j'ai été tout ça sur ma feuille, j'ai fait tout seul. Ah, et d'ailleurs, savoir dire non, quelqu'un a dit la rigueur, je pense. Je pense que ça joue aussi. Avoir le sens de l'ordre, savoir dire non. Autre exemple. Quand on veut évaluer la capacité à apprendre, parce qu'en fait on évalue, comme je l'ai dit, un entretien culturel chez nous. Un entretien culturel, on évalue un des 10 commandements, parce qu'on a un document qui s'appelle les 10 commandements, avec nos 10 points culturels les plus importants. Dans les points culturels, il y a apprendre, apprendre, toujours apprendre. Donc apprendre, apprendre, toujours apprendre, évidemment c'est lié à l'ouverture. Et donc dans les questions comportementales que je pose, c'est raconte-moi une fois où tu as changé d'avis sur un sujet. Donc vous voyez là, question comportementale. Pas plus compliqué que de poser une question comportementale sur une compétence. Très souvent, les gens se disent c'est plus compliqué de créer des questions pour évaluer la personnalité plutôt que les compétences. Je suis pas sûr. Après, peut-être plus dur d'interpréter. Donc là, la formulation, en restant sur le modèle comportemental, on y arrive assez bien. Modèle situationnel, si jamais tu devais faire une conférence sur l'archéologie, par où tu commencerais? Je pose cette question pour voir si alors je pars du principe que personne ne connaît l'archéologie et pour voir comment la personne comment elle commencerait à apprendre pour enseigner. On a un des critères qui est il n'y a pas de plan, il n'y a que des résultats. Qui est un peu le critère qui dit qu'on est bordélique. Et du coup, question comportementale, je demande aux gens, raconte-moi une fois où tu as rendu quelque chose qui n'était pas aussi travaillé que tu l'aurais voulu. Cette question est un échec. Elle ne marche jamais. Ah bah, pourquoi elle ne marche jamais cette question? Qu'est-ce que les gens répondent à ça? Raconte-moi une fois où tu as rendu un truc qui n'était pas aussi travaillé que tu l'aurais voulu. Ils répondent tous la même chose. Du coup, c'est pas discriminant. Tout le monde répond la même chose. Bah, vous répondrez quoi, vous? Non, racontez-moi une fois où vous avez fait un travail, que vous avez rendu un travail qui n'était pas aussi travaillé que vous l'auriez voulu. Une fois concrète, vraiment dans votre vie, vous avez rendu un travail qui n'était pas aussi travaillé que vous l'auriez voulu. Hein? Si, raconte-moi une fois, pense à une fois où tu as rendu un truc. Non, ils répondent honnêtement, parce que je l'aurais mis dans un cadre où je leur explique qu'il n'y a pas de bonne réponse. Hein? Dans un groupe, on va réussir à se mettre d'accord, on n'avançait pas. Soit ils répondent à un projet de groupe, c'est environ 20% des gens. Mais 80% des gens, c'est? Non. Hein? Non, ils répondent. Je sais pas pourquoi vous essayez de rendre les gens malhonnêtes. Ils répondent. Les gens répondent. Parce que je les ai mis dans un cadre bienveillant, je leur explique qu'il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. En plus, je leur envoie le guide de questions avant, donc ils l'ont déjà lu, ils ne sont pas pris au dépourvu. Ils répondent honnêtement, mais ils répondent tous mon mémoire. Tout le monde... Bah oui, pourquoi tu dis pas alors? Tout le monde répond mon mémoire. Et c'est insupportable. Tout le monde répond ça, du coup, ça m'aide pas. Chaque personne que j'interviewe, à chaque fois, elle dit mon mémoire. Alors effectivement, peut-être que c'est aussi parce qu'on évalue... j'ai vu que les gens entre 25 et 35 ans, ça. Peut-être que c'est très lié à l'âge, c'est possible. Quand au bout d'un moment, tu oublies ton mémoire, le traumatisme du mémoire. Sur la capacité à dire les choses, qui est un autre des commandements chez nous. Alors dire les choses, c'est quelle caractéristique? Ouais, mais du coup, le manque d'agréabilité. Ouais, faible agréabilité. Je leur demande, raconte-moi une fois où tu as dit non, alors qu'on attendait que tu dises oui. Ou alors à l'inverse, raconte-moi une fois où tu as dit oui, alors que tu pensais non. Il y a des rires très chelous au fond de la salle. Le mariage. Ah, le mariage, ouais. Alors, si je conclue le voyage qu'on a fait ensemble, on a commencé par se poser la question de c'est quoi le savoir-être? On a fini très rapidement par se dire qu'en fait, savoir-être, c'était plutôt la personnalité qui allait nous intéresser. Du coup, ça nous a amené à nous poser la question de ce qu'était la personnalité, qui est un concept qui a pris environ 80 années à vraiment être... 80 années? Non, 80 années? Ouais, 84, bref. 4 fois 20 ans à être développé. Comment on l'a développé? On a pris tous les mots du dictionnaire et on a essayé de les regrouper par grandes catégories. On a fini par trouver 5 grandes catégories qu'on n'arrive pas à réduire, et il y a même peut-être une 6e catégorie. Donc il y a un modèle qui est le modèle Exaco, qui est exactement le même modèle que Big Five, sauf qu'il rajoute, en plus des 5 qu'on connaît, l'honnêteté et l'humilité. Une fois qu'on s'était dit qu'il y avait une manière d'évaluer la personnalité qui était stable et valide scientifiquement, et je répète, le Big Five est le seul test connu valide scientifiquement. Encore une fois, là je suis resté dans le cadre de la science. Alors, scientifique, ça veut dire qu'il est capable de passer la méthode scientifique. C'est quoi la méthode scientifique? C'est-à-dire que tu prends un groupe
Tu prends deux groupes, un groupe test et un groupe pas test. Dans le groupe test, tu fais subir une variation. Dans le groupe pas test, tu ne mets rien du tout. Et tu compares si les deux groupes ont une différence entre les deux. C'est important d'avoir deux groupes parce que sinon, typiquement, si tu prends un groupe... on s'est rendu compte que quand on prend des enfants très déprimés et qu'on leur donne du coca pendant 6 mois, à la fin, ils sont moins déprimés. Pourquoi? Le sucre. Alors, au contraire, normalement, le sucre est plutôt un facteur... Hein? En fait, il n'y a aucune raison. C'est des guérisons spontanées. Parce qu'en fait, si jamais tu prends une variable très extrême, elle va tendre vers la moyenne spontanément. C'est pour ça qu'il faut un deuxième groupe. Quand tu prends un groupe test d'enfants et un groupe test et un groupe à qui on donne du coca, ils ont la même variation. Il n'y a aucune différence entre les deux. C'est pas le coca qui fait qu'ils sont moins déprimés, c'est que comme ils sont tellement déprimés, en fait, ils peuvent plus aller plus bas. Ils finissent par guérir. C'est aussi pour ça que tu prends un groupe qui va à Saint-Jacques-de-Compostelle, tu as des gens qui se guérissent du cancer. Mais tu prends un même groupe qui n'y est pas allé, tu as autant de gens qui se remettent du cancer. Donc la science, le protocole scientifique consiste à faire ce truc qui est de mettre deux groupes, de faire une hypothèse avant de l'observer, si tu l'as fait après, en fait, ça va être... donc tu fais l'hypothèse avant de conserver, tu dis je pense qu'il va se passer ça, tu fais l'expérience, et à la fin tu critiques. Tu dis bah en fait il s'est passé ça, ça corrobore l'hypothèse, la science ça corrobore, c'est jamais vrai, il n'y a rien de vrai en science, il y a toujours du corroboré. Donc l'hypothèse est corroborée ou l'hypothèse est réfutée. Typiquement un truc qui n'est pas scientifique, ce serait l'astrologie. Prenons un truc moins évident, la psychanalyse. Le concept freudien de la psychanalyse, il n'est pas scientifique, pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne peux pas imaginer d'expérience qui pourrait réfuter l'inconscient. Quoi que tu fasses, on dira mais c'est parce que tu ne crois pas assez, ou parce que c'est l'inconscient, et on ne peut pas imaginer de manière de le réfuter. Un truc scientifique, c'est un truc dont on peut imaginer une manière de le réfuter. Hein? Pareil, pas scientifique. Elle a échoué à tous les tests scientifiques. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'en fait, pareil, ils ont fait les deux groupes tests, et la graphologie, effectivement, les gens arrivent à prédire la performance avec l'écriture. Mais pourquoi? Un petit peu, genre à 18%. Mais pourquoi? Hein? Non, les horoscopes, c'est 0% de prédiction. Là, on parle d'une prédiction de 18%, une prédiction valide scientifiquement, effectivement, et c'est d'où l'intérêt, encore une fois, de faire deux groupes. Effectivement, tu demandes à des gens de faire du graphologique, ils prédisent un peu la performance. Pourquoi? Non, tu t'es tombé dans le piège de la graphologie. En fait, ils lisent juste ce qui est écrit. En fonction de ce que la personne dit et écrit, si tu dis à quelqu'un d'écrire un texte libre, en fait, tu as déjà accès à sa personnalité, à sa pensée, etc. Si jamais on dit à des gens d'écrire le dictionnaire, là, il n'y a plus d'effet. Plus personne ne peut prédire. Si jamais on dit à quelqu'un d'écrire un texte qui n'a aucun sens, on n'est plus capable de prédire la performance. Donc la graphologie, pareil, passer sous le filtre de la méthode scientifique, a échoué. Et donc je disais, on est tombé sur le Big Five. Du Big Five, on s'est demandé, ok, c'est cool de savoir s'il y a une personnalité. On a vu qu'elle était stable au cours du temps, mais que quand même il y avait des variations avec l'effet de maturation, qu'il y a un impact sur la performance, que cet impact est dur à mesurer. J'ai tout vu, j'ai vu entre 10 et 40%, j'ai vu de tout. Donc on a encore, le consensus académique n'est pas encore fixé là-dessus. L'impact est dur à mesurer. Et on a enchaîné sur la capacité cognitive, qui est plutôt, elle, un grand consensus, qui est le facteur qui a le plus d'impact sur la réussite au travail, surtout quand le métier est de plus en plus complexe. Et on a fini sur, ok, comment on peut évaluer un mix entre l'intelligence et la personnalité, avec l'entretien structuré notamment. Je suis profondément convaincu que l'intuition est le terreau du sexisme et du racisme. Et je vais m'expliquer. Parce qu'en fait, le problème de l'intuition, c'est que tu es soumis à plein de biais, et que si l'intuition marchait, tu dirais que la Terre a quelle forme? Je dirais qu'elle est plate, mentez pas. Si jamais on vous disait pas, l'intuition, elle vous commande que la Terre, elle est plate. Donc en fait, on va essayer justement de pas se fier à l'intuition. Par contre, si ce que tu veux dire, c'est quelle place tu accordes aux affinités des humains, beaucoup. C'est différent. Je sépare, moi, ce que tu appelles l'intuition et ce que je dirais l'affinité. Il y a des entretiens où je suis avec quelqu'un et tout passe sur le papier et je dis, mais c'est mort, on ne prendra jamais un café ensemble. Donc il n'empêche qu'en fait, même en... Alors, ça c'est filmé aussi, mais bon, pas grave. Même en ayant une démarche structurée, tu ne pourras jamais enlever la part de l'affinité des gens. Mais par contre, ce que j'ai observé, c'est qu'en structurant, tu permets d'aller au-delà de tes biais. Typiquement, Marion m'avait fait faire un entretien structuré avec quelqu'un en me disant ah, mais en fait, la personne elle a un accent de banlieue. Je sais que moi, c'est un truc j'ai un biais là-dessus. Vas-y, toi, Nicolas, t'as pas de biais, fais-le.
Et du coup, j'ai fait l'entretien et j'ai vu qu'en fait, on l'a pas pris parce que tel critère, qui n'avait rien à voir. Et c'est aussi important de se baser sur un truc structuré parce que ça permet d'avoir un discours cohérent à un candidat. Quand tu n'as que l'intuition, tu dis juste à un candidat, ah, je ne sentais pas. Ou tu lui dis rien. En vrai, ce que les gens font, c'est que du coup, ils savent pas et du coup, ils disent rien parce que tu veux pas dire à quelqu'un, je ne sentais pas. Donc malheureusement, l'intuition marche pas très bien. Je vais dire un truc pire que ça. Plus l'intuition, plus les gens croient en l'intuition, plus ils font des erreurs en recrutement. Parce qu'en fait, plus les gens se croient mentalistes, et plus ils sont faciles à escroquer. Typiquement, moi, je suis convaincu que je peux rentrer dans n'importe quelle boîte qui n'a pas d'entretien structuré. Mais vraiment, tu me laisses une semaine pour réviser un job, même comptable, je rentre. Parce que là, tu fais la blague au bon moment, bref, je suis très très bon moi en entretien. Et du coup, les gens qui se croient mentalistes me trouvent génial toujours. Je conseillerais toujours de faire 2 trucs. De faire soit un entretien structuré et, je sais pas, échantillon de travail. Parce que... Ah oui, j'aurais dû vous dire ça. J'ai conscience que là, vous n'allez pas sortir d'ici et faire « Waouh, on va mettre un test de QI dans la boîte ». Ça va pas se passer comme ça. Pour plein de raisons culturelles. Par contre, l'échantillon de travail est une bonne manière indirecte d'évaluer ça. Et on l'a vu que c'est un truc des plus prédictifs. Donc ça peut être pas mal de combiner toujours un entretien structuré avec un échantillon de travail pour se rassurer. Et là, du coup, tu as plus de légitimité. Et comme tu le dis, en intégration, tu peux t'en servir après. Typiquement, quand nous, on demande un message d'approche à un client pour les commerciaux, bah après, ce truc-là, tu peux t'en servir pour la formation. Quand la personne arrive, pour lui dire, voilà, ton message, il était bien pour ci, pour ça, et puis continuer à l'accompagner là-dessus. Mais j'ai pas trouvé d'études là-dessus. En vrai, l'intégration, je pense que c'est quasiment lié qu'à la personnalité. Je dis ça, mais j'en suis pas sûr, parce qu'en vrai, l'intelligence te permet En fait, l'intelligence permet de falsifier. Tu vois. Mais pour être intégré et heureux, parce qu'il y a des gens qui sont intégrés, j'ai plein de potes moi, qui sont intégrés et pas heureux, et pas heureuses, parce qu'en fait, elles font semblant. Mais pour être intégré et heureux, je pense que c'est sur la personnalité. Pour la personnalité, bah, la seule manière d'évaluer, c'est avec un test de personnalité. La meilleure manière de l'évaluer, c'est avec un test de personnalité. Donc, ça demanderait de faire le test des gens, et après de faire le test de la personne. C'est ce que je verrais moi comme manière le plus simple de faire. Ou sinon, à l'ancienne, tu intègres dans le process de recrutement, bah, tu intègres les personnes. Tu fais en sorte que le manager, ça part, mais pas forcément que le manager. Chez Google, ils aiment bien mettre quelqu'un qui sera le collègue. Et tu peux intégrer un collègue et qui vient à l'entretien. Il y a plein de manières d'intégrer chaque personne de l'équipe, peut-être pas toutes, mais d'intégrer plusieurs personnes de l'équipe dans le process de manière à ce que ça préintègre. Mais tu as raison, nous, on a un recrutement qui a foiré comme ça. On l'a validé en entretien, il a pris une bière avec un des commerciaux et il nous a dit non, c'est mort. Enfin, le commercial chez nous nous a dit non, c'est mort. Est-ce qu'il faut que les gens aient la même personnalité? Je ne sais pas répondre à cette question. Pour m'amuser, dans mon école, j'ai fait des 4 maisons Harry Potter. Le concept des 4 maisons Harry Potter, c'est que tu mets des gens qui ont la même personnalité. Ça a beaucoup d'inconvénients. Parce que quand tu mets que des gens qui sont créatifs ensemble, la maison Serre d'Aigle, ils ne travaillent jamais, ces gens-là. Ils sont là et ils produisent des idées, mais jamais ils font un truc concret. Il y en a un là, il fait oui. Donc, je pense qu'en travail de groupe, si tu veux juste être productif, il y a de grandes chances que mélanger personnalité, ça soit pas mal. Alors, encore une fois, répétant le diagramme que j'ai montré tout à l'heure, il ne faut juste pas que ce soit sur les points discriminants, sur les points où c'est un no-go, bah là tu dois garder. Mais après la complémentarité, je pense, mais ça reste ma pensée très personnelle, que je n'ai pas vérifié en lisant des études, je pense que c'est pas mal de mélanger les personnalités. Si on prend chez nous l'école du recrutement, en ouverture, si tu ne scores pas très haut, ça va être très compliqué pour toi. En conciousité, sur le côté aller au-delà des tâches prescrites, vaut mieux scorer haut, et sur le truc être rigoureux, vaut mieux scorer très bas. Les gens qui scorent haut, d'expérience, ils se sont cramés chez nous. L'extraversion, je pense que ça n'a pas d'impact chez nous. Du coup, c'est cool d'avoir des gens chez nous qui sont à la fois extravertis, à la fois introvertis. C'est là que tu vas créer la diversité. Sur l'agréabilité, pareil. Je pense qu'on a des profils très 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 variés. Moi, je suis très très peu agréable. Thomas, et moi qui n'est pas là, même Jennifer, je pense qu'il est beaucoup plus agréable que moi. Au sens de Big Five. Donc pareil, je pense que l'agréabilité, elle est insensible. Et avant de te connaître, j'aurais dit qu'il fallait des gens pas trop stressés. Et je pense que je me disais, les gens qui sont soumis au stress meurent rapidement chez nous. En fait, je me dis que finalement, ça se gère. Donc pareil, j'aurais dit égal. Donc si tu regardes bien, ça veut dire qu'en fait, je peux avoir une diversité sur tout ça. Et que c'est là que je vais faire attention. Et plus précisément, en fait, ouais, non, c'est là.
Merci pour cette très bonne question qui résume bien toute cette conférence. Avant de vous laisser, si jamais ce n'est pas déjà fait, tapez l'école du recrutement.fr/bienvenue. Vous aurez tous les mails de Nina et Laurent pour avoir, alors notamment pour avoir je vous ai promis quoi? Je vous ai promis les notes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On voit mon écran là? Ah oui, voilà. Je vous enverrai ça, mais en bien fait, parce que là c'est le bordel. Là c'est grave le bordel, c'est écrit avec mon écriture et tout. Mais ouais, je vous enverrai les liens des études. Après ça se trouve facilement sur Google, hein. Tu tapes Google Hunter et Schmidt 98, tu l'as. Et voilà, merci de m'avoir écouté. À très vite.